C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur C'est l'info. Nous allons une nouvelle fois analyser l'essentiel de l'actualité pendant une heure avec des décryptages, des reportages et des chroniques. Et au sommaire cette semaine, Emmanuel Macron a réussi son grand oral africain, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était mardi dans la capitale du Burkina Faso, lors d'un discours qui se voulait fondateur, suivi d'un échange inédit avec les étudiants de Ouagadougou. Il l'a passé avec sa capacité éprouvée à bousculer les tabous et forcer le dialogue. Eh bien, Emmanuel Macron a pu tracer une vision, en l'occurrence celle d'un partenariat qu'il souhaite promouvoir entre Paris, plus largement l'Europe, et l'Afrique. L'Allemagne, c'est une première depuis sa création et depuis la création de la République fédérale en 1949. Après des semaines de négociations dans la foulée des législatives du mois de septembre, les conservateurs d'Angela Merkel, les libéraux et les écologistes n'ont pas réussi à s'entendre pour former un gouvernement de coalition. Et à ce propos, nous recevons Rémi Bourgeot, il est économiste, chercheur associé à l'IRIS. Nous reviendrons ensemble sur toute la situation un peu alarmante pour les Allemands. Et puis nous terminerons cette émission avec Raphaël Redon qui nous parlera de sport et de tennis. Ça y est, la France l'a fait 16 ans après le dernier titre à Melbourne. Les Bleus de Yannick Noah ont remporté le tant convoité saladier d'argent et oui, la Coupe Davis. Nous reviendrons sur cette institution qu'est la Coupe Davis avec Raphaël Redon. Soyez les bienvenus, c'est parti pour C'est l'info. L'essentiel de l'actualité de la semaine. Dans le résumé actu de la semaine, nous parlerons Afrique et Emmanuel Macron, Corée du Nord, Pape François, et puis reportage exceptionnel en Syrie, l'interminable et difficile déminage de Raqqa, désormais libéré. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Et bien voilà, devant un parterre de près de 800 étudiants dans la capitale burkinabé de Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé pendant près de 2 heures. Sur la forme, ce discours a été incontestablement une rupture. Jamais avant Emmanuel Macron, un président français n'avait pris le risque de parler devant 800 étudiants africains et de répondre à des questions qui n'étaient pas filtrées. La preuve, leurs mots incisifs contre les troupes françaises au Sahel ou aussi contre le franc CFA. Écoutez. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc, dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Non mais plus sérieusement, d'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi,
qui a des accents post-coloniaux qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez. Arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer. Je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit. Il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Alors sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a rendu hommage à son prédécesseur François Hollande qui a envoyé des troupes au Mali. Il s'est donc placé dans la continuité. Quant au plan politique, il a salué la jeunesse démocratie burkinabé qui a gagné un combat pour la démocratie, a-t-il précisé. Il a dénoncé ceux qui pensaient avoir le même pouvoir pendant des décennies, mais il n'est pas allé plus loin en déclarant « Je ne veux pas donner de leçons ». Finalement, c'est peut-être sur les terrains économiques et sociétaux qu'Emmanuel Macron a vraiment montré sa différence. Plus d'entrepreneuriat, plus de mobilité avec ce visa de circulation de longue durée pour les Africains diplômés en France. Plus de volonté aussi de lutter contre l'impunité avec cette promesse qu'il fera tout pour faciliter l'extradition au Burkina Faso de François Compaoré. Peut-être répond l'opposant burkinabé Alblassé Ouedraogo, mais il reste une politique de la France pour l'Afrique, selon l'opposant burkinabé, mais pas pour Emmanuel Macron. Et alors justement, Guillaume Thibault s'est rendu au Sénégal pour écouter quelques réactions après ce discours d'Emmanuel Macron. Que dire de Macron? C'est un président comme tous les autres présidents. Non, je n'ai pas écouté le président Macron. La politique, c'est pendant les élections qu'on écoute la politique. Macron, il nous a fait des promesses, des belles promesses. On y croit jusqu'à preuve du contraire. Moi, je l'aime parce que vraiment, je crois que sa façon de penser aussi, ça m'intéresse. Tu sais, c'est leurs intérêts. Tout ce qu'il fait pour l'Afrique, c'est leurs intérêts. Moi, je l'ai dit avant Macron. Celui qui dit ce que j'ai dit, c'est une bonne chose. Mais il a dit qu'on doit ouvrir le dossier de Thomas Sankara. Mais tous les Africains ont dit ça. Macron, oui, non? Oui. Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Il faut gérer la maison. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je l'adore. C'est un bon président français pour l'Afrique? Pour l'Afrique, je ne sais pas, franchement. Il a parlé de Libye, l'immigration. Il a parlé de beaucoup de choses en Afrique. Mais vraiment, moi, je ne crois pas. Parce que moi, je le considère comme tous les autres présidents. Il ne fait que parler et après, c'est fini. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur le discours d'Emmanuel Macron et de l'ensemble de sa tournée en Afrique qui s'est terminée ce jeudi. La fusée balistique intercontinentale, munie d'une ogive lourde de très grande taille, est capable de frapper toute la partie continentale des États-Unis. Ce missile a atteint l'objectif de développement que nous nous étions fixés pour notre système d'armement balistique. La République démocratique populaire de Corée est une superpuissance nucléaire responsable. Et en tant que nation pacifiste, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le noble objectif de défense de la paix et de la stabilité dans le monde. Alors derrière cette traduction, vous entendez peut-être la voix de Ri Chun-hee, c'est la présentatrice favorite du régime nord-coréen qui était à la télévision officielle pour annoncer donc ce succès. La Corée du Nord défie donc de nouveau Washington et la Corée du Nord a annoncé être désormais capable de frapper la totalité du territoire américain après ce nouveau tir de missile. Le missile aurait décollé des environs de Pyongyang au nord de la capitale, dans la province de Pyongyang Sud, vers 2h48. Heure de Corée du Nord. Ce missile aurait parcouru 960 km vers l'est et atteint une altitude de 4500 km. Le vol, lui, aurait duré 53 minutes et dans un communiqué diffusé par l'agence officielle, Pyongyang explique avoir tiré un missile balistique plus performant que son prédécesseur. Donald Trump a répondu presque laconiquement à l'annonce du test nord-coréen dont il avait été informé alors qu'il se trouvait au Congrès en compagnie des responsables républicains. On va s'en occuper, s'est-il borné à déclarer une fois rentré à la Maison-Blanche avant de critiquer une nouvelle fois les responsables démocrates, jugés faibles sur les questions de défense. Pressant à ses armées, le secrétaire à la défense James Mattis s'est montré plus alarmiste en déclarant « Franchement, il est allé plus haut que tous les autres tirs, témoignant d'un effort de recherche et de développement de leur part pour poursuivre la production de missiles balistiques capables
en gros, selon les mots de James Mattis, de menacer le monde entier. En tout cas, ce nouveau tir relance les interrogations sur le moyen de contrer le développement du programme nucléaire nord-coréen. Le secrétaire d'État américain à la diplomatie, Rex Tillerson, a souligné que la voie diplomatique reste viable et ouverte. Cette incertitude ne rassure en tout cas pas les alliés japonais et sud-coréens des États-Unis qui avaient détecté des signaux annonciateurs du nouveau lancement. L'armée sud-coréenne a répliqué, elle, au tir nord-coréen par une frappe de précision en mer du Japon. Et dans un communiqué rendu public, Jo Chol-soo, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a rappelé que les capacités nucléaires de Pyongyang ne ciblaient que les États-Unis. Ambiance donc à suivre dans ce sujet. Autre grande actualité, cette semaine, le pape François qui se rendait en Birmanie. Le pontife a appelé au respect des droits de tous ceux qui considèrent cette terre comme leur maison, sans mentionner le nom de la minorité musulmane persécutée. Nous parlons bien évidemment des Rohingyas. Et ce mardi, le pape François a également rencontré la dirigeante Aung San Suu Kyi. Celui qui a dénoncé le traitement public de la minorité musulmane s'est abstenu de prononcer ce mot Rohingya. Écoutez justement ce qu'en pense Sylvie Brigaud-Villain. Elle est la directrice d'Amnesty France. Elle reste prudente quant à la portée de cette rencontre. Je pense que la visite du pape fait en sorte, ajoute en fait aux voix internationales qui vont, je l'espère et nous l'espérons à Amnesty International, faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui dans ces camps de réfugiés à ciel ouvert ne reviennent pas dans la prison à ciel ouvert dans laquelle ils étaient auparavant et qu'ils ont fui parce que c'était vraiment leur histoire. Et au-delà de l'aide humanitaire qui est absolument fondamentale, comme cela a été souligné, ce qu'il faut aussi, c'est une action politique pour changer ce système de discrimination, ce système d'apartheid qui a été instauré par la junte birmane, pour lequel en fait Aung San Suu Kyi n'a pas pris position. Et alors on sait très bien que elle a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Réduite, hein. Ça c'est certain. Après, ce sont quand même de vrais crimes contre l'humanité qui se déroulent devant nos yeux depuis longtemps. Qu'Amnesty dénonce. Ça fait 25 ans qu'Amnesty International travaille sur la Birmanie, mais là particulièrement depuis 2012 et particulièrement depuis août. Donc je pense qu'il est fondamental quand même qu'elle sorte de son silence et que ce système de discrimination institutionnalisée avec au centre l'État soit démantelé. Sylvie Brigaud-Villain, donc elle est la directrice d'Amnesty France et elle s'exprimait sur la rencontre entre le pape François et Aung San Suu Kyi. Nous partons à présent au Moyen-Orient et plus précisément en Syrie. Plus d'un mois après la libération de Raqqa, l'ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie, la ville est toujours en ruine. Les forces démocratiques syriennes qui l'ont reprise en interdisent l'accès aux civils. Il faut dire que Raqqa est entièrement minée et en se repliant, les djihadistes ont semé dans toutes les rues et dans tous les immeubles des engins explosifs. Écoutez justement ce reportage inédit de Sami Boukhelifa, envoyé spécial de notre partenaire RFI, qui a pu suivre une équipe de déminage des forces démocratiques syriennes. À l'aide d'une simple perche, Abou Hussein sonde le terrain. Objectif, détecter les mines antipersonnelles. Marchez derrière moi dans mes pas, compagnons. Les pièges tendus par les djihadistes sont diaboliques. Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Ce ne sont pas des mines au sens classique du terme. Donc, s'il vous plaît, on marche en file indienne. Au sein de Daesh, ils réfléchissent en prédateurs et nous sommes leur proie. Tout est potentiellement piégé. Un réfrigérateur, une poussette, une voiture, les entrées des immeubles. Et ils ont même des bombes avec des détecteurs de mouvement. Je ne sais même pas où ils les ont trouvés. Une équipe de déminage, 3 personnes et 3 instruments rudimentaires pour un travail dangereux et colossal. Abou Hussein ne se sépare jamais de ses instruments, toujours dans les poches de son gilet. Nos outils sont très simples. Nous n'avons pas de moyens. Il y a cette petite pince, regardez. Et là, c'est une paire de ciseaux. On a un grappin qui est relié à une corde. Ils nous servent pour le déminage. C'est tout ce que nous avons. La mission du jour, déminer un immeuble du centre-ville de Raqqa. Il abritait un centre de commandement du groupe État islamique.
L'équipe d'Abou Hussein entre en premier. En un mois, ses hommes et lui ont trouvé plus de 3000 mines. Dans l'escalier, les marches sont vérifiées une à une. Au rez-de-chaussée, un arsenal des djihadistes est découvert. Ça, ce sont des caisses de munitions. Elles sont encore pleines, c'est moi qui passe en premier. Il y a aussi des mortiers et des obus. Un câble intrigue les démineurs. Ils longent le mur et passent d'une pièce à l'autre jusqu'à un tunnel. Abou Hussein ne prend aucun risque, il décide de le sectionner. Nous savions que les djihadistes avaient piégé toute la ville, mais à ce point, il n'y a pas un jour où l'on ne reçoit pas l'ordre d'aller secourir un civil qui a sauté sur une mine. Bien sûr, lorsque quelqu'un saute sur une mine, personne n'intervient jusqu'à notre arrivée, parce que la zone est considérée comme dangereuse. C'est notre devoir. C'est nous qui sommes en première ligne pour protéger nos familles et nos amis. L'opération de déminage se poursuit dans les étages supérieurs. RAS, rien à signaler. Mais en ressortant de l'immeuble, un objet attire l'œil d'Abou Hussein. Un détonateur relié à un IED, un engin explosif improvisé. Il était dissimulé sous une couverture. Le grappin est lancé. Doucement, la couverture est retirée. Elle dévoile un bidon d'huile rempli d'explosifs. Abou Hussein ordonne à l'un de ses hommes de le désamorcer. Abou Seliman, coupe le fil. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est assez basique comme procédé, on va s'en occuper. C'est du RDX, un composant explosif. Vous savez, Daesh, en quittant Raqqa, fait une promesse. Ils nous ont dit, vous n'aurez pas de répit durant les 10 prochaines années. Nos mines seront votre pire cauchemar et ils sont en train de tenir parole. À Raqqa, au sein des forces démocratiques syriennes, il y a 2 équipes de déminage seulement. Tant que leur travail n'est pas terminé, les civils ne pourront rentrer chez eux. Sami Boukhelifa, Brice Vichit, Raqqa, RFI. L'actualité économique à présent, en bref, la presse britannique parle d'une fourchette de 45 à 55 milliards d'euros. Tout cela, bien évidemment, dans les négociations du Brexit. Michel Barnier espère pouvoir informer les 27 États membres de l'Union européenne d'un accord dans les prochains jours. Le responsable européen est, il est vrai, talonné par des informations de la presse britannique. Des diplomates européens auraient donc fait des progrès dans les négociations. Un minimum de 60 milliards d'euros est depuis longtemps évoqué. Cette facture représente ce que le Royaume-Uni devra payer après la mise en œuvre du Brexit prévu le 29 mars 2019. Il ne cesse de grimper, le cours du Bitcoin dépasse les 10 000 $. 10 058 en Asie dans les premiers échanges ce mercredi 29 novembre au petit matin, après des semaines d'une flambée aussi vertigineuse qu'inédite. En chiffres, depuis le 1er janvier 2017, quand une unité de la monnaie valait 998 €, sa valeur a été multipliée par 10 et au cours de ces 10 derniers jours, le cours est passé de 8 000 à 10 000 $. Enfin, à Paris, il faudra désormais un numéro d'enregistrement pour pouvoir louer son appartement sur Airbnb. Un bien est égal à un numéro d'immatriculation. C'est donc une nouvelle étape dans la chasse aux meublés touristiques illégaux. La capitale qui cherche à contenir la disparition de logements convertis en appartements pour touristes est la première ville française à adopter cette mesure, avant Bordeaux qui devrait faire de même au mois de mars. Allez, restez avec nous sur C'est l'Info. Dans quelques instants, nous parlons de l'Allemagne. Après des mois de tergiversation et de négociations, aucune coalition gouvernementale n'a été formée. Nous recevons justement à ce sujet Rémi Bourgeot. Il est économiste et chercheur associé à l'IRIS. On va ensemble analyser l'ensemble de cette complexe, il faut le dire, situation. A tout de suite. Après un mois de tergiversation et de négociations, les conservateurs d'Angela Merkel,
les libéraux et les écologistes n'ont pas réussi à former de coalition gouvernementale. Le pays n'a donc pas de majorité pour être gouverné, un scénario qui n'était jamais arrivé depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949. Pour faire un petit historique, tout commence au soir des élections législatives du 24 septembre dernier. La CDU-CSU remporte une victoire au parfum de défaite. Avec 33% des voix, les conservateurs obtiennent un score historiquement bas. Et faute de majorité, la chancelière Angela Merkel, inamovible, doit donc chercher un ou plusieurs nouveaux partenaires pour former le prochain gouvernement qui devra se faire sans les sociaux-démocrates. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Rémi Bourgeot. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS. Alors après son échec à former un gouvernement, Angela Merkel cherche donc une issue de cette crise. Peut-on parler, pour commencer, de fin de domination pour Angela Merkel qui règne depuis le début des années 2000, depuis 2005 en Allemagne? Alors, il est possible qu'elle parvienne à se maintenir pour un certain temps, pour un temps limité, mais effectivement, il s'agit dans tous les cas d'un échec personnel, d'une remise en cause de son approche, qui consiste à effectuer une sorte de synthèse en prenant des idées par-ci, par-là, une sorte de diversification politique permanente à droite, à gauche sur tous les sujets, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sur l'immigration en particulier. Et donc elle a reposé sur l'idée de coalition dès son arrivée au pouvoir en 2005. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, on voit cette logique de coalition permanente qui est devenue une sorte de véritable système de gouvernement. Donc on voit cette logique à bout de souffle et butée sur une véritable impasse. Donc le dernier épisode en date, effectivement, étant cette tentative de construire une coalition pour le moins alambiquée avec donc entre la CDU-CSU, les libéraux du FDP et les écologistes. Coalition jamaïcaine. Ouais. Oui, voilà, c'est ce qu'on a surnommé la coalition jamaïque. Donc pour faire suite donc à la coalition entre les conservateurs de CDU-CSU et les sociaux-démocrates, donc une coalition donc droite-gauche qui aurait pu être renouvelée, mais le score du SPD avait été tellement mauvais que son leader Martin Schulz avait refusé cette option, estimant que c'était le devoir de son parti de siéger dans l'opposition pour acter cette défaite, ce score historiquement bas. Et donc on voit aujourd'hui, notamment sous l'impulsion du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, qui est lui-même issu du SPD, donc on voit à nouveau émerger cette idée d'une nouvelle grande coalition entre les conservateurs et le SPD, mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a une véritable crise politique en Allemagne. Le système électoral est plus cruel quelque part qu'il ne l'est en France quand il y a une forme de dispersion politique, puisque c'est une forme de proportionnel. Donc on n'a pas cette sorte de coup de baguette magique du second tour qu'on a en France qui permet de construire de larges majorités. Donc bon, la coalition s'impose plus naturellement quelque part en Allemagne. Mais au-delà de ce système électoral plus sévère, il y a vraiment une crise politique, un problème de représentation entre le monde politique et l'expression populaire. Il y a une véritable crise de la représentation démocratique. Et quelle que soit l'issue de la crise actuelle, que ce soit une nouvelle grande coalition avec les sociaux-démocrates ou de nouvelles élections, l'Allemagne est confrontée à cette crise et il s'agit en fait d'une situation d'ingouvernabilité du pays. Oui, alors dans cette situation d'ingouvernabilité du pays que vous venez de décrire, quelle est la part de responsabilité d'Angela Merkel? On le sait, ces diverses présidences en tant que chancelière ont été assez controversées, notamment dans la crise des réfugiés et aussi dès son arrivée au pouvoir sur le nucléaire. Oui, donc il y a un problème de fond lié à l'approche politique qui consiste à prendre, disons, presque à pêcher des idées dans tous les camps pour faire taire les oppositions possibles,
pour faire une sorte de vide et créer vraiment un mouvement centripète vers son bloc conservateur. Ensuite, évidemment, cette approche a été confrontée à une impasse dans le contexte de sujets particuliers. Bon, déjà, vous mentionnez effectivement le nucléaire, l'arrêt du nucléaire qui a été décidé au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Donc ça a été décidé dans une forme de précipitation et ça a conduit l'Allemagne à reposer davantage en fait sur le charbon, aux côtés effectivement des énergies renouvelables, mais le poids du charbon fait que le bilan énergétique allemand, le bilan écologique est franchement mauvais aujourd'hui. Donc c'est un exemple de décision précipitée pour prendre une idée à gauche chez les écologistes et qui s'avère en fait presque impraticable. Mais bon, ce qui a vraiment porté atteinte à la force politique électorale d'Angela Merkel, c'est effectivement cet autre sujet que vous évoquez, qui est le dossier de l'immigration, la politique d'accueil de réfugiés syriens en particulier à partir de 2015. Et c'est ce qui a permis notamment à l'extrême droite, aux populistes de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, de changer de sujet de prédilection, puisqu'avant c'était plutôt l'euro, sur une ligne plutôt technocratique, donc une opposition à l'euro. Ils ont basculé dans la dénonciation de l'immigration, de la politique d'accueil qui avait été décidée en 2015 par Angela Merkel, une politique généreuse, de portes ouvertes, mais qui en même temps lui a aliéné une partie assez importante de son électorat, et en plus de son électorat propre pour la CDU, une partie de l'électorat de la CSU, qui est le parti, on dit en allemand le parti sœur, ou on dirait le parti frère en français, comme c'est masculin. Puisque la Bavière aussi était plus en première ligne dans la gestion de ce dossier. Et on a vu donc l'électorat conservateur se rebeller quelque part au cours de ces dernières élections du mois de septembre, et de façon encore plus sévère pour l'allié bavarois, qui du coup, dans les négociations pour une coalition tripartite qu'on a évoquée, a adopté une position qui lui a été propre, ce qui a encore plus compliqué les négociations. On a vu de fortes oppositions entre les Verts qui étaient favorables au regroupement familial, alors que les responsables de la CSU devaient envoyer des signaux à leurs électeurs sur cette question-là. Donc c'est vraiment cette question de l'immigration qui a entamé le socle électoral d'Angela Merkel et qui a rendu les négociations de coalition impossibles. Donc techniquement, j'ai envie de dire, mais dans tous les cas, cette idée d'une coalition tripartite était très alambiquée, impraticable. Donc il s'agissait de faire travailler des partis au sein d'une coalition de gouvernement sans ossature politique, sans véritable projet, donc en prenant des positions dans un camp et dans l'autre, en opérant une forme de synthèse, mais qui dans tous les cas aurait été très instable. Donc on a beaucoup reproché effectivement au chef du FDP, les libéraux démocrates, d'avoir claqué la porte de ces négociations. Mais dans tous les cas, cette coalition était très difficile à mettre en œuvre et très impraticable. Donc il se peut qu'il y ait effectivement une forme de préméditation des libéraux qui les a amenés à claquer la porte. Est-ce qu'ils avaient prévu ça à l'avance? Mais non, c'était dans tous les cas très, très mal engagé. Oui, et effectivement, cette fameuse coalition jamaïcaine qui réunissait quand même le Parti vert et le FDP, le Parti libéral centriste. Justement, Willy Brandt, ancien chancelier allemand, disait le pays avant le parti. Il est intéressant de voir, surtout, et de comparer par rapport à d'autres pays, on peut penser effectivement à l'Hexagone, il est intéressant de voir qu'il y a un énorme débat en Allemagne, plus qu'en France, donc plus que dans d'autres pays européens, sur la responsabilité des partis politiques, et sur la responsabilité des politiques plus que des partis politiques dans le système démocratique.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conscience de l'intérêt collectif qui dépasse la logique des partis, effectivement. Donc ça prend des formes différentes en fonction des pays. C'était, bon, je pense, l'objet de cette déclaration de Willy Brandt. Mais il s'avère aussi que la vie politique, la vie démocratique s'exprime, se concrétise au travers de positions de partis, de positions souvent contradictoires qui permettent en même temps de proposer une politique cohérente et la possibilité d'une alternance. Et ce qu'on voit depuis de nombreuses années maintenant en Allemagne, c'est une sorte de confusion assez généralisée. Donc avec Angela Merkel qui prend des idées un peu partout et qui fait le vide, et où les partis censés exercer une forme d'opposition ne le font pas véritablement parce qu'ils ont l'ambition de participer plus tard à la coalition ou parce qu'ils participent déjà à une coalition. Donc on a une très grande confusion qui s'est créée. Et plus que d'une véritable synthèse qui amènerait à une forme d'équilibre, on a plutôt eu une sorte de diversification permanente, un peu comme on dit dans les marchés, et au résultat une grande confusion, une érosion du socle électoral des principaux partis, ce qui finalement ne sert personne, pas Angela Merkel comme individu évidemment, puisqu'elle se retrouve confrontée à cette fin de règne assez gênante. Mais en général non plus aux partis de gouvernement, aux principaux partis qui ont vu leur socle véritablement s'affaisser. Alors si on compare à la situation française, ça paraît effectivement pas si grave, puisque les partis en question ont encore un socle assez fort, mais dans le contexte allemand, avec cette forme de proportionnel dans les élections, le système est beaucoup plus cruel et révèle beaucoup plus clairement ses failles. Oui, mais alors selon vous, Rémi Bourgeot, quelle est la situation à venir? Comment va évoluer justement cette fameuse situation? On sait que c'est Frank-Walter Steinmeier qui a aujourd'hui les cartes en main. Quelles sont les coalitions qui seront proposées dans les prochaines semaines? Alors, au soir de l'annonce par Christian Lindner des libéraux, qui consiste à claquer la porte des négociations, une brèche s'est ouverte et une sorte de prise de conscience de la crise politique profonde qui se profile dans le pays. Mais dès le lendemain, bon, les partis ont commencé quand même à se réunir. De nombreux appels dans les médias allemands pour qu'une solution soit trouvée, pour mettre en œuvre une nouvelle forme de coalition. Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral, effectivement, est monté au créneau pour appeler ses anciens camarades du SPD, en particulier Martin Schulz, à accepter une nouvelle grande coalition, donc qui nécessiterait aussi des négociations, puisqu'en Allemagne, les coalitions sont vraiment sur la base d'un programme assez précis, on couche les différents projets sur le papier, donc il peut effectivement y avoir ce type de solution. Ensuite, bon, l'idée de nouvelles élections ne séduit pas grand monde, puisque la situation serait probablement la même au soir de ces nouvelles élections, qui en plus sont assez compliquées à organiser selon la constitution allemande. Donc il y a des solutions, si vous voulez, de presque techniques qui s'annoncent comme cette nouvelle grande coalition, mais ça ne résout pas le fond de la crise de la représentation démocratique qui frappe aujourd'hui l'Allemagne. Et la véritable issue adviendra seulement quand il y aura une forme de réorganisation, de travail sur la cohérence des lignes proposées par les partis, et notamment dans un contexte d'opposition entre ces partis, ce qui est la norme en système démocratique. Il va falloir quelque part détricoter cette situation de confusion, de réflexe qui consiste à prendre des idées un peu partout pour proposer un projet cohérent, et notamment sur des sujets qui peuvent être difficiles. On évoquait l'immigration, où il y a une politique d'accueil très généreuse qui ensuite s'est assez soudainement retournée avec plutôt une
une porte fermée, bon, avec l'accord qui a été trouvé, bon, un accord assez fragile entre l'Union européenne et la Turquie à ce sujet, mais on voit que c'est cette démarche qui consiste à réagir, à vouloir élargir son socle électoral en prenant des idées d'un côté et d'un autre, finalement aboutit au contraire à une confusion et force le gouvernement, en fait, quand c'est possible, à rechanger de position par la suite. Donc on a une véritable instabilité dans les positionnements gouvernementaux du fait de cette confusion. Et sur le plan économique, l'impossibilité de trouver un consensus pour l'Allemagne a-t-elle ou aura-t-elle des conséquences ? Alors sur le plan économique, aujourd'hui on se trouve en Europe et plus généralement dans le monde dans une période de consolidation de la croissance, de reprise. Donc les vents sont assez clairement favorables pour l'Europe, pour l'Allemagne aujourd'hui d'un point de vue conjoncturel, mais il reste évidemment des lignes de fracture, de véritables brèches dans la construction européenne, dans les institutions de la zone euro en particulier. Donc c'est plutôt là-dessus, sur les réformes qui étaient envisagées pour consolider notamment la zone euro, que le bât blesse. Mais d'un point de vue conjoncturel, on n'est pas confronté non plus en Allemagne à une crise de régime, hein. Les institutions sont en place. Ensuite, il y a un problème, si vous voulez, dans la politique, dans les décisions politiques sur les sujets économiques. Bon, il y a notamment un manque d'investissement important en Allemagne, mais qui est le fruit aussi de décisions politiques visant au désendettement. Et c'était un dossier important qui s'annonçait pour le gouvernement, pour Angela Merkel, si elle parvient à se maintenir au pouvoir. Et évidemment, cette incertitude politique, cette instabilité retarde toutes les décisions, et ces décisions qui étaient importantes, mais aussi pour l'Europe, dans le cadre d'une forme ou une autre de rééquilibrage des économies européennes, où la demande allemande est particulièrement faible. Donc c'est effectivement des sujets qui pèsent dans le sens où les décisions sont retardées, mais on n'est pas confronté à une crise institutionnelle avec des effets immédiats sur l'économie. Donc c'est une logique un peu différente. Oui, et d'ailleurs les marchés financiers, en particulier donc la bourse de Francfort, n'a pas de réaction liée en tout cas au contexte politique allemand. Non, parce qu'il y a une forme de continuité, et très vite, bon, après cette brèche qui s'est ouverte le soir de la décision de Christian Lindner de claquer la porte des négociations, très vite, bon, il y a eu ces appels à trouver une solution, ce qui n'empêche rien au fait que il y a une véritable crise en profondeur qui se manifeste. Mais d'un point de vue de la perspective de marché, des marchés financiers, on n'a pas vraiment les recettes d'une crise politique qui amènerait à une réévaluation soudaine des prix des actifs, de la dynamique financière. Et enfin, Rémi Bourgeot, quid du leadership de l'Allemagne au cœur de l'Union européenne ? On sait que le couple franco-allemand joue un rôle essentiel, décisif dans la construction européenne, et en particulier l'Allemagne et ces dernières années Angela Merkel. Ça remet effectivement les choses en cause, et notamment depuis l'élection de Donald Trump, on avait vu se développer cette idée d'une Allemagne phare du libéralisme, de l'ordre mondial libéral, et donc cette idée est quand même mise à mal par la crise politique véritable et profonde qui s'exprime aujourd'hui en Allemagne. Et en ce qui concerne le cadre européen, bon, le couple franco-allemand n'existe plus vraiment d'un point de vue effectif depuis presque un quart de siècle aujourd'hui, en gros depuis la réunification allemande. Et donc on parlait depuis l'élection d'Emmanuel Macron de nouveaux grands projets, notamment pour parachever la zone euro, réformer l'Union européenne.
Et en fait, on voyait en Allemagne une très forte résistance au projet d'Emmanuel Macron sur la zone euro. Dès le lendemain de son élection, Wolfgang Schäuble, qui était à l'époque ministre des Finances, qui est maintenant président du Bundestag, avait eu des mots assez durs, alors qu'il a énormément de sympathie pour Emmanuel Macron. Mais sur le fond des projets qui consistent à mettre en commun davantage financièrement et à plus de solidarité, de transferts budgétaires entre pays européens, la construction d'un véritable budget important pour la zone euro. Là-dessus, il y a un véritable tabou en Allemagne. Déjà avant cette aggravation de la crise politique allemande, on avait déjà une sorte de blocage sur ces questions. Donc ça ne change pas complètement la donne, mais ça met à nu cette difficulté à trouver un terrain d'entente. Donc ça va aussi forcer le gouvernement français à s'intéresser, à travailler davantage sur des sujets plus concrets de rééquilibrage entre économies européennes et à moins reposer sur cette idée d'un grand projet institutionnel pour parachever la zone euro et pour réformer l'Union européenne. Eh bien voilà, merci beaucoup Rémi Bourgeot d'avoir été notre invité à faire à suivre. Donc on espère, en tout cas pour l'Allemagne, que dans les prochaines semaines, une coalition, de nouvelles discussions auront lieu. Hein. Oui, c'est ce qu'on peut espérer en termes de stabilité, mais ça ne résout pas non plus le problème de fond de cette crise politique. Et on voit notamment cette dynamique autour des libéraux. Et donc on doit s'attendre à une reconfiguration des lignes des partis, et un véritable travail en profondeur. Oui. Merci beaucoup Rémi Bourgeot et à très bientôt sur C'est l'Info. Merci. L'actualité des médias.
Ici Londres. Ici Londres à présent avec Alexander Seal, un mariage se profile, mon cher Alexandre. Bonjour Martin. C'est un mariage qui va se tenir en pleine négociation sur le Brexit. Oui, je veux parler du mariage royal entre le prince Harry et Meghan Markle, ce qui donnera un peu de joie aux Britanniques pendant cette période d'incertitude. Les futurs tourtereaux se marieront en mai 2018 à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. Le prince Harry a été baptisé là-bas en 1984. Ce que je peux vous dire, c'est que Meghan Markle apportera du nouveau dans la famille royale, et c'est très excitant. L'actrice américaine de la série Suits est métisse d'une mère afro-américaine et d'un père blanc. La nouvelle fiancée du frère de William apportera beaucoup de fraîcheur et bouleversera les codes des Windsor. Autre bonheur de la famille royale, le prince William et Kate Middleton attendent un enfant pour le printemps 2018 aussi. Les touristes visiteront la capitale britannique sans doute pour ces deux occasions. En 2011, le mariage royal de Kate et William a permis de doubler le nombre de touristes à Londres. Selon les responsables du secteur, les noces princières de 2011 ont fait venir plus de 600 000 touristes supplémentaires à Londres le 29 avril, portant le total à plus de 1 million de visiteurs, de personnes. Ces visiteurs ont dépensé plus de 50 millions de livres environ ce seul jour. Avec un double événement pour les Windsor, l'économie pourrait voir quelques beaux jours et apporter de la lumière aux Britanniques qui voient leur pays se plonger dans l'incertitude à cause du Brexit. Et pour terminer cette émission, nous parlons à présent de Coupe Davis. Et oui, la France l'a fait. 16 ans après le dernier titre à Melbourne, Raphaël Redon, les Bleus d'Yannick Noah se sont imposés grâce à Lucas Pouille. Et oui Martin, quoi de mieux que de parler de tennis et de Coupe Davis dans votre traditionnelle émission de Fondamentalement Sport. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et c'est un plaisir de vous retrouver. Comme je le disais, tennis, Coupe Davis, vous en avez sans doute entendu parler. La France est devenue entre guillemets championne du monde de tennis en remportant pour la 10e fois de son histoire ce week-end face à la Belgique le fameux saladier d'argent de la Coupe Davis. Après encore une performance magnifique, les Français annoncés favoris au début du week-end, il faut le dire, ont tenu leur rang et ont réalisé encore une immense performance. Ça faisait maintenant 16 ans que la France n'avait plus remporté la Coupe Davis, c'était en 2001, on s'en souvient. Et cette fois, les Français ont conjuré un peu le mauvais sort, puisqu'ils sortaient de 2 finales perdues en 2010, d'abord face à la Serbie de Novak Djokovic, puis face à la Suisse de Wawrinka et Federer, il y a 7 ans maintenant, même pas, en 2014, donc c'était il y a 3 ans, et donc ils ont enfin réussi à s'imposer et à condamner la malédiction. On leur disait souvent, vous ne gagnez pas, vous n'avez pas encore gagné la Coupe Davis, vous ne gagnez pas de grands trophées, notamment pour les 4 mousquetaires, que sont surtout Tsonga, Gasquet, Simon et Monfils. Monfils n'était pas de la partie, Simon non plus, mais Simon aura sur le palmarès cette Coupe Davis, mais surtout Tsonga, emmené par son acolyte Pouille également, et puis le compère Gasquet-Herbert en double, sont allés chercher cette Coupe Davis, emmenés le tout par un formidable Yannick Noah qui a vraiment pu amener un état d'esprit qui a été un peu le fil de conduite de cette équipe de France tout au long du week-end et tout au long de cette campagne. Alors, bien sûr, il y aura toujours des personnes pour dire que cette équipe a battu personne. Il faut le dire, à part Goffin, et encore ils l'ont pas battu, mais Goffin aura été le meilleur adversaire qu'ils auront eu à rencontrer cette année. On aura affronté un Japon sans Nishikori, on aura affronté une équipe de Grande-Bretagne sans Murray, on aura également défié les équipes, voilà, les équipes sans leurs meilleurs éléments. Mais finalement, on a également affronté la Serbie sans Djokovic ni même Troïki.
mais finalement il fallait être là et les absents ont toujours tort. Et finalement, même nous qui n'avons pas non plus les meilleurs joueurs du monde, on a une telle homogénéité dans notre collectif que nous avons réussi à nous débarrasser des autres équipes. Et puis ce week-end, face à cette Belgique, emmené par un formidable David Goffin, faut dire les choses, il a quand même réussi à apporter les 2 points à son équipe et surfer sur la confiance acquise tout au long de la saison et durant le Master il y a 2 semaines. Goffin a apporté ces 2 points, que ce soit face à Tsonga ou face à Pouille. On l'attendait également en double pour apporter un autre point qui aura été décisif, puisque tout au long du week-end, les matchs ont été respectés par rapport à la logique sur le papier. Tsonga a perdu contre Goffin mais a battu Darcis, et Pouille a perdu contre Goffin mais a battu contre Darcis. Voilà. Darcis aura été un peu le maillon faible, contrairement à d'habitude où on s'en souvient, il avait l'habitude d'être le numéro, un peu le alias match 5, puisqu'il sortait de 5 victoires au 5e match, justement, en Coupe Davis, en battant notamment des joueurs comme Zverev ou encore Kyrgios. Donc voilà, ce week-end il aura été parfait pour l'équipe de France de Coupe Davis. Que dire, c'est que vendredi, Pouille avait un peu eu du mal à démarrer. C'est Goffin qui avait engendré le premier point pour son pays, la Belgique, et ça s'annonçait pas très bien, mais finalement Tsonga a réussi à rétablir la barre. Donc le vendredi avait été un peu un match, une journée logique sur le papier, les combats avaient été respectés, les équités sportifs, et puis le double aura été décisif, bien sûr. Noah avait pris un risque en se privant un peu de la meilleure paire du monde, enfin une des meilleures paires du monde, Mahut Herbert, et en remplaçant Mahut par Gasquet pour accompagner justement Pierre-Hugues Herbert. Gasquet aura été en dessous de son niveau, faut dire les choses, mais grâce à un grand Herbert et un Gasquet qui a quand même réussi quelques bonnes séquences, ils se sont imposés face à la paire Bemelmans-Delors, et on le sentait, ce match aura eu plus qu'un impact, il aura été vraiment plus que décisif au vu des autres résultats, puisque la France s'est imposée 3-2. Le dimanche, j'étais présent justement au match, au stade Pierre-Mauroy pour assister au match. Je peux témoigner de l'ambiance qui a été exceptionnelle ce dimanche. Goffin a quand même réussi à battre Tsonga en 3-7. Pourtant Tsonga était bien embarqué dans la première manche, il aurait pu concrétiser les occasions et remporter ce premier set. Finalement Goffin à l'expérience a réussi à déjouer les pronostics, à renverser ce match et à quand même s'imposer de façon logique. Et puis on s'est dirigé vers un 5e match plus que décisif. C'était le match de la vie de Lucas Pouille jusqu'à présent, à 23 ans, comme il l'a dit en interview. C'est le match de sa carrière, le plus beau moment de sa carrière. Et on s'attendait à un match serré, peut-être en 4 ou 5-7. Quand on sait l'expérience de Darcis dans ces matchs importants et sa capacité à se transcender pour son pays. Et finalement, il aura jamais existé. Pouille qui a gagné 6-3, 6-2, 6-0 dans le dernier. Ça a été un match mené de bout en bout. Lucas Pouille a été extraordinaire de maîtrise, de calme. Il a géré ses émotions et ça, c'était vraiment exceptionnel. Dans un public incandescent, il faut dire les choses. Le public a été extraordinaire à porter les 2 joueurs, même Tsonga. Et finalement c'était Pouille qui a été porté par le public et qui a survolé ce match, et sur la balle de match il s'écroule d'émotion, il s'écroule de joie en pleurs, et là tout le team France, Tsonga, Herbert, Gasquet, Noah se rue sur lui avec une joie immense. Le public explose, ça a été un moment extraordinaire d'émotion pour le sport français, pour le tennis français. C'est un grand moment, on attendait ça depuis longtemps. Des victoires au cours de ces dernières années pour le tennis français, il n'y en aura pas eu 36. Il faut dire que la dernière peut-être c'était féminine avec Marion Bartoli éventuellement, cette victoire à Wimbledon. Sinon il faudrait remonter à 2001 avec la Coupe Davis, Noah, à Roland Garros. Mais le tennis français a une vraie homogénéité depuis de nombreuses années, mais pas de grandes victoires. Et ça peut faire vraiment du bien. Alors relancer un petit peu les fins de carrière de Tsonga ou même de Gasquet. Vraiment donner un coup de boost à la carrière de Herbert, mais surtout peut-être faire éclater encore plus au grand public Lucas Pouille, qui est vraiment un talent fou. Et on sait à quel point la Coupe Davis est déclenche beaucoup de choses, peut provoquer des déclics. On se souvient de Djokovic après l'avoir gagné, qui avait fait une année 2011 extraordinaire. Donc Wawrinka aussi, qui a été de mieux en mieux après sa victoire en 2014. On sait que la Coupe Davis c'est à part, on sait que la Coupe Davis c'est quelque chose d'exceptionnel, qui transcende et qui peut donner envie. On attend de Lucas Pouille une immense année 2018, on sait qu'il en est capable au vu de ses qualités.
Et on peut se dire que dès l'Open d'Australie, il sera présent. Et puis cette équipe de France peut encore prouver des choses. L'année prochaine, si Yannick Noah reste à la tête, même si Yannick Noah s'en va, on annonce d'autres personnes pour la tête, pour le prendre à la succession, notamment peut-être Amélie Mauresmo ou Cédric Pioline. Mais cette équipe de France peut refaire des choses parce qu'elle a une vraie... elle a 4-5 joueurs au plus haut niveau et qui peuvent vraiment battre tout le monde. Et ça peut pousser encore à faire des immenses choses. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ça, vous donner mon opinion, parce que c'est une immense satisfaction personnelle, mais ça a énormément contenté le public, ça a été un immense moment de sport. C'est pas tous les jours que la France gagne des grandes finales internationales dans le sport international. Au tennis, la Coupe Davis, c'est l'image des grands événements, la Coupe du monde de foot, l'Euro de foot, la Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques au hand, et puis c'est le collectif qui prime, c'est un état d'esprit, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, j'avais envie de revenir avec vous sur cette immense performance. Vous avez dû en entendre parler, et je trouvais plutôt sympa de le faire. Donc voilà pour cette émission, c'était un plaisir de vous la présenter comme d'habitude, et puis nous on se retrouve très bientôt avec notre chronique de Fondamentalement Sport. Allez, à très vite. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Bien évidemment, nous nous retrouvons le week-end prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, c'est l'info.fr pour toute l'actualité, c'est-l'info.fr. Bonne semaine à tous.